Il y a des organismes qui interviennent en itinérance et qui voient maintenant des demandeurs d'asile arriver et cogner à leur porte parce qu'ils n'ont plus de recours. Ils ne savent plus où aller. Après une année marquée par de vives discussions au sujet de l'immigration, on fait un panorama de la situation des personnes réfugiées au Québec avec Véronique Harvey, travailleuse sociale et psychothérapeute pour le réseau d'intervention auprès des personnes ayant subi de la violence organisée, le RIVO, avec René Fréchette, directeur général de l'organisme Accueil Liaison pour Arrivants, l'ALPA, et avec Carl, un homme que ces organismes ont épaulé tandis qu'il obtenait son statut de réfugié protégé. D'ailleurs, précisons tout de suite que Carl n'est pas votre vrai nom et qu'on ne vous verra pas le visage aujourd'hui pour protéger votre sécurité. On commence tout de suite avec un petit état des lieux. Selon l'ONU, en ce moment, il y a 22,5 millions de personnes réfugiées dans le monde. L'an dernier, le Canada a reçu pas moins de 50 000 demandeurs d'asile. Au Québec, on parlerait de qui, par exemple, René? Les demandeurs d'asile, c'est des hommes, des femmes et beaucoup d'enfants. L'année dernière, 40 des demandeurs d'asile que le Canada a accueillis, c'était des enfants. Donc, c'est des gens qui arrivent dans toutes sortes de circonstances qui sont souvent des circonstances pas faciles. Les demandeurs d'asile, il y a toujours une notion, ou souvent, une notion d'urgence, une notion de situation complexe qu'on cherche à fuir et qui nous amène donc à trouver refuge, au sens propre et avec la terminologie de réfugié, dans un lieu où on est mieux accueilli. Donc, le profil évolue et c'est directement relié à ce qui se passe à travers la planète. Les grands mouvements de population sont directement connectés, si on veut, à ces situations-là. Véronique, au RIVO, vous croisez des gens qui arrivent dans quel contexte? Oui, premièrement, on voit des gens issus de partout à travers le monde. Ce ne sont pas seulement des gens qui ont vécu une violence de masse, comme dans les cas de guerre. On voit aussi des individus qui ont été persécutés sur la base de leur identité ethnique, leur affiliation politique, leur orientation ou identité sexuelle, comme dans le cas des personnes LGBT. On voit aussi des femmes qui ont été dans des situations de violence systémique, mariage forcé, excision, etc. Donc, on voit vraiment des gens qui viennent de partout. Carl, vous, qu'est-ce qui vous a mené au Québec? Avant de venir au Québec, j'étais aux États-Unis. Après avoir quitté mon pays, j'avais fait 2 ans là-bas. J'avais demandé l'asile. Malheureusement, ma demande ça a été rejetée. Il fallait que je quitte le pays par la crainte d'être déporté dans mon pays où j'avais été torturé. J'avais aussi des barrières linguistiques parce qu'aux États-Unis, ce n'est que l'anglais. Moi, je ne comprends pas l'anglais. Et puis, j'avais vu que le Canada, c'est bilingue. Et puis, la région où on parle le français, c'est rien que le Québec. C'est la raison pour laquelle ça m'a poussé d'entrer ici au Québec. Est-ce que ça a été facile de faire votre chemin des États-Unis au Québec une fois que vous avez su qu'il y avait des risques de déportation aux États-Unis? Bon, en soi, ce n'était pas facile, sauf que je n'avais pas le choix. Il fallait que je quitte le pays avec la nouvelle politique des États-Unis. Dans mon pays, j'ai été torturé avec la police. J'étais obligé de quitter le pays. Aux États-Unis, j'avais piqué des crises, de dépression, tout ça. C'est là où il y avait un ami, un médecin, qui m'avait aidé à me prescrire le médicament, mais il fallait que j'achète moi-même. Et je suis arrivé à la frontière de la Colle. C'était le 18 septembre. Avec la situation que j'avais vue dans mon pays, si je vois la police seulement, le tenue de la police, directement, je reflète l'image de ce qui m'a été arrivé. Vous êtes traumatisé. Oui, et puis directement, j'ai fait la crise. Directement, j'avais perdu des connaissances. Je me suis réveillé le matin vers 4 heures du matin. C'est là où j'avais trouvé la connaissance. C'est un état en hôpital. Je ne savais pas comment je suis arrivé là-bas. Il y avait un médecin qui était venu. Il m'avait posé des questions. Comment ça a commencé? Je l'avais expliqué. Ils m'ont donné le médicament, ils m'ont donné aussi à manger. Ils m'ont mis dans la voiture. On était retourné jusqu'à la Colle, là où je suis entré. Ils m'ont posé pas mal de questions. Pourquoi tu es entré ici? Votre passeport est déjà expiré. Est-ce que tu sais que c'est illégal? Tout ça, moi, j'avais dit que moi, je ne savais pas. Je n'en sais rien. C'était juste pour sauver ma vie. Je ne savais pas comment faire, comment
parce que j'ai la crainte d'être déporté. Alors ils m'ont dit, OK, on va vous amener jusqu'à Montréal. Et on était arrivé à YMCA. C'est là où on nous a réussi, on nous a donné quand même la place pour dormir, à manger. Mais compte tenu de mon état de santé, c'était le 19, on était arrivé à 14 h. Vers 16 h, ça n'a pas marché. J'étais vraiment très affaibli, des palpitations cardiaques, des vertiges. Je n'avais même pas l'appétit, même la force de manger, parce que je pleurais seulement, parce que je me sentais vraiment... Parce que je voyais que ce n'est que la mort, quoi. Parce que c'était un certain temps, je pensais à me suicider, tout ça, parce que je voyais toute ma vie, je ne sais pas ce que j'avais fait du mal, je n'ai pas fait du mal à quelqu'un, pourquoi je traverse des situations pareilles. C'est quelque chose que je ne pensais pas à ma vie que ça peut m'arriver. Là, à YMCA, il y a l'office d'infirmière, c'est pas une infirmerie. Elle avait pris le signe vitaux, elle avait dit non, il faut d'urgence qu'il aille au Praïda. Alors ils ont payé les taxis pour moi, je suis allé au Praïda. Qui est un organisme pour les réfugiés, n'est-ce pas? Oui, Praïda. C'est un programme gouvernemental. OK. Qui est chargé de gérer tous les services qui sont offerts, entre autres, aux demandeurs d'asile. Ils se sont organisés vraiment à l'intérieur parce que j'ai dit merci beaucoup parce que j'avais trouvé quand même des gens de bon cœur. Des gens qui venaient dans ma chambre pour me dire comment tu t'es réveillé, comment tu te sens. Tout le temps, j'étais sous surveillance. Voilà, sous surveillance. Ça m'a beaucoup conforté. Puis est-ce que ça, c'est une procédure normale? Quand une personne réfugiée arrive au Québec, est-ce que c'est habituellement comme ça qu'elle est prise en charge? C'est quoi les étapes? Mais une personne qui arrive, en fait, c'est une personne qui n'a pas encore son statut, c'est une personne demandeur d'asile. Oui. Et c'est suite à l'audience, si la personne obtient son statut, qu'elle devient réfugiée. Les personnes, quand elles arrivent, si elles ont de la famille, elles vont rester avec la famille. Mais les personnes qui ne connaissent pas personne à Montréal sont hébergées, je pense, pour un maximum de 30 jours au YMCA. Mais ils doivent ensuite se trouver un logement, etc. Il y a eu l'année dernière beaucoup plus de centres d'hébergement temporaire. Là, il en reste 2. Il reste le YMCA à Westmount et il reste le Royal Vic, l'ancien hôpital, qui héberge aussi des demandeurs d'asile. Ils vont rester là-bas jusqu'à ce qu'ils reçoivent le chèque d'aide sociale, l'aide de dernier recours qui leur est versée. Quand ils reçoivent ce chèque-là, s'ils sont célibataires, ils ont 24 heures pour quitter les lieux. Et s'ils sont en famille, ils ont 48 heures. Tout au long du processus, ces gens-là, on leur parle de l'importance de chercher un logement. Mais quand on est dans une ville qu'on ne connaît pas et qu'on est dans une situation où est-ce qu'on a vécu plein de perturbations, c'est pas évident de se dire, ben là, moi, maintenant, je commence à chercher un logement dans une ville qu'on ne connaît pas. On connaît pas les quartiers et on connaît pas si on est arrivé ici en juillet et qu'il faisait plus 38. Ben oui. Qu'il faut trouver un logement où est-ce qu'à moins 30, on va être encore bien. Donc, il y a des organismes. Bon, chez Alpa, on le fait, on n'est pas les seuls, mais on va visiter les demandeurs d'asile, puis on leur donne un cours pour les aider. Et ensuite, ils viennent, dans certains cas, chez nous, pour être accompagnés dans leur recherche de logement, pour essayer d'éviter les pièges le plus possible. Mais dans une ville comme Montréal, en ce moment, on vit une crise du logement. C'est très difficile de trouver du logement locatif abordable, salubre. Donc, l'accompagnement d'organismes et de gens qui sont en mesure de le faire, c'est d'une grande importance. Les personnes qui sont identifiées comme étant les plus vulnérables, qui ont des idées suicidaires ou qui vont pas bien, qui ont des attaques de panique, ils vont être référés à ce moment-là aux rivaux. Donc, c'est à partir de là que nous, on va les soutenir. Donc, c'est un soutien psychologique? Oui, c'est la psychothérapie, c'est vraiment une expertise de pointe. On est un des rares organismes, sinon le seul organisme à faire ça au Québec, dans toute la province. Carl, comment les différents organismes ont facilité votre intégration? Après avoir vu mon médecin, on m'avait téléphoné, il y avait un psychologue, des rivaux. En tout cas, un monsieur là, vraiment, il est très compétent parce que mon état de santé, vraiment, c'était déplorable. Je n'avais pas l'espoir, mais il a des stratégies que je ne sais pas. J'étais vraiment dans une situation un peu critique là, dans l'état de crise, malgré que je prenais les médicaments. Mais il s'arrangeait comment je peux rire. Vous avez été accompagné? Oui. Un jour, pendant que j'étais sur l'Internet, j'avais vu
Emploi Québec. Et puis, j'étais allé là-bas. J'avais dit que j'ai besoin de travailler. Ils m'ont posé pas mal de questions. J'avais cherché partout, ça n'a pas marché. Parce que je ne connais pas là où je peux toquer pour chercher du boulot, tout ça. Et puis, il y avait des dépliants. J'avais pris 4 ou 5 dépliants. Et puis, je suis allé à la maison, j'ai commencé à lire. Par après, j'étais tombé sur Alpa. Et puis, ils m'ont donné les rendez-vous rapides. Et j'ai été reçu par une agente intervenante. Et puis, elle m'a fait poser des questions. J'avais vu beaucoup de choses que je ne savais pas. Et puis, d'autres orientations que je ne savais pas. Donc, les organismes sont nécessaires, je crois, pour les demandeurs d'asile comme pour les réfugiés. Est-ce que vous sentez que vous avez tous les moyens nécessaires pour les épauler en 2018? Bien, dans notre cas, non. Le besoin augmente, en fait. Et puis les besoins, ils ne vont pas disparaître. Donc, ils sont toujours là. Et la demande augmente. Parce qu'au Rivo, non seulement la demande pour les services de psychothérapie pour les femmes, les hommes et les enfants qu'on voit augmente. En fait, ça a doublé dans les dernières années, d'une année à l'autre. Cette année, on estime qu'on va avoir suivi environ 500 personnes en psychothérapie. C'est immense. C'est important de soutenir les organismes d'accueil parce que ça fait toute la différence, comme le disait Carl tout à l'heure, d'être épaulé, de recevoir l'information avec quelqu'un qui s'assoit avec toi puis qui t'écoute. C'est, même pour une société, c'est beaucoup plus productif. Du côté des organismes communautaires, une des problématiques qu'on vit, c'est le financement. On est financé selon des règles assez précises, des règles qui sont émises par le ministère de l'Immigration. Et les demandeurs d'asile, malheureusement, ils rentrent pas dans beaucoup de ces règles-là. Non. Ils ont accès aux services d'aide au logement. Ils ont accès à la francisation. Tous les autres services, il y a beaucoup d'endroits où on va vous dire « Désolé, nous, on n'aide pas les demandeurs d'asile ». Donc, chez ALPA, on est allé chercher du financement privé d'une fondation pour nous aider. On a créé un poste d'une personne qui ne fait que de l'aide à l'emploi pour demandeurs d'asile. Donc, les demandeurs d'asile qui, comme Carl, arrivent chez nous et qui disent « Moi, j'ai besoin de travailler, aidez-moi ». Bien, dans beaucoup d'endroits, on ne va pas pouvoir les aider. Chez nous, on fait le travail d'accompagnement. Longue réponse à votre question courte. Est-ce qu'on a assez de ressources pour aider ces gens-là? Non. C'est clair que non. Il faut plus, il faut mieux, parce que les conséquences du fait qu'on n'aide pas ces gens-là sur la société, elles sont multiples. On commence à les sentir en ce moment. Il y a des organismes qui interviennent en itinérance et qui voient maintenant des demandeurs d'asile arriver et cogner à leur porte parce qu'ils n'ont plus de recours. Ils ne savent plus où aller. Fait que c'est donc dire que le système n'est pas apte non plus à les recueillir dans ce cas-là. Le système a besoin de s'ajuster à la réalité et les conséquences, on va, comme société, on va tous les payer. Oui. Littéralement en argent sonnant. C'est le système de santé. Puis... C'est tous ces gens-là qui ne demandent qu'à contribuer à la société. Ils veulent trouver leur place. Ils veulent se faire une place. Ils veulent travailler. Ils veulent pas vivre de l'aide sociale, ces gens-là. C'est la première chose qu'ils nous disent en arrivant chez ALPA. Ils disent « Je veux travailler ». C'est important de comprendre que mieux les organismes seront outillés pour accompagner ces gens-là, plus vite ils vont trouver une place qui est celle à laquelle ils ont droit, une place où on peut vivre heureux puis à vivre dans une humanité qui devrait être le propre de tout le monde qui est chez nous. Il y a très peu de nos institutions qui sont préparées et qui comprennent la réalité de ces gens-là. Et ce qui fait que nos professionnels, souvent dans nos institutions, dans les écoles, dans les CLSC, dans les hôpitaux, ils se retrouvent démunis. Ils ne savent pas comment aider ces gens-là. Et il faut les soutenir aussi, les professionnels. Il faut les préparer. Parce qu'on peut avoir tous les programmes d'intégration qu'on veut. On peut avoir le meilleur système du monde si on ne prépare pas les intervenants, les professionnels qui travaillent au sein de ces programmes dans nos institutions. On est voué à l'échec. Si on aide une maman qui est en détresse, qui ne va pas bien du tout, dont les enfants vont à l'école, pour que la maman puisse être disponible psychologiquement pour soutenir ses propres enfants dans
leur intégration, ben, la classe va mieux s'emporter, le professeur va avoir une charge moins lourde et notre société va être plus saine parce que ces enfants vont se faire des amis. Et c'est comme ça qu'on construit un tissu social qui est sain. Parlons-en de la société. Le Rivo fête son 25e anniversaire. L'ALPA est là depuis 34 ans. À travers le temps, est-ce que vous avez remarqué un changement dans la perception que les Québécois se font des nouveaux arrivants? L'opinion que se font les gens, entre autres des nouveaux arrivants, ça passe beaucoup par les médias de nos jours, pour le meilleur et pour le pire. Ça amène les gens à lire ou à entendre toutes sortes de choses. L'arrivée massive des demandeurs d'asile l'année dernière, ça a eu des impacts. On a vu des gens manifester à la colle où Carl est arrivé. Exactement. Donc, on n'a plus que jamais besoin de se parler. On n'a plus que jamais besoin de créer des lieux de dialogue pour se rencontrer. Et l'éducation, ça reste pour moi, l'éducation, l'information, ça reste des clés qui devraient être des priorités pour nos gouvernements, pour nos pouvoirs publics, mais pour la société d'accueil en général, parce que ça va passer par là le succès de cette opération d'accueil et d'intégration. Moi, j'inviterais la population en général, que ce soit nos élus, que ce soit les professionnels du milieu institutionnel, que ce soit les entreprises, les ressources humaines au niveau des entreprises, d'être curieux, de s'informer et d'aller voir les gens qui ont des expertises, qui sont sur le terrain et qui sont en première ligne et en deuxième ligne et qui peuvent parler et expliquer de la réalité et les parcours et les besoins de ces gens-là, de ces personnes-là, pour qu'on soit plus outillés, qu'on soit tous aussi sur la même longueur d'onde, qu'on comprenne vraiment la réalité de ces gens-là, qui ont des parcours, qui relèvent des défis qui sont surhumains. Complètement. Une des fiertés que j'ai d'être québécoise, c'est notre ouverture. On a ça dans nos valeurs de vouloir se battre pour l'underdog. Bien, faisons-le, gardons cette valeur, arrêtons d'avoir peur. C'est bien dommage, mais des guerres, il va toujours en avoir. Et les personnes persécutées, il va toujours en avoir. Alors, pourquoi ne pas développer notre expertise dans l'accueil de ces gens-là? Justement, parce qu'on veut qu'ils s'intègrent. Vous qui venez de vivre ce processus-là, qu'est-ce que les Québécois et Québécoises pourraient faire pour épauler davantage les personnes réfugiées? Premièrement, je demanderai aux organismes pour que les immigrants, les demandeurs d'asile, puissent connaître quand même toutes ces associations. Et moi, j'avais eu la chance de trouver les dépliants et puis mon médecin de me référer à Rivo. Bon, peut-être l'autre n'a pas eu cette chance-là. Donc, il faut faire connaître les ressources. Les ressources, parce que les gens, ils sont dans des difficultés, dans les noirs ou je ne sais pas comment, dans les flous. Deuxièmement, les Québécois, il faut qu'ils multiplient aussi encore l'effort parce que partout où je suis passé, j'étais aidé par Praïda, c'était une Québécoise, mais il faut que nos frères aussi Québécois aussi, pour que nous aussi, en tant que demandeurs d'asile, on voit que nos frères aussi nous aiment, ils sont avec nous partout, on est là, en harmonie, ça aussi, ça. On s'implique auprès des organismes qui donnent un coup de main. Ils s'impliquent aussi, ça aussi, c'est bon, ça. OK, bien on sait où faire du bénévolat dans le temps des fêtes. C'est noté. Merci beaucoup, Carl, pour le partage. Merci, Véronique Harvey, René Fréchette. Je souhaite beaucoup de succès à votre démarche, votre intégration, beaucoup de moyens à vos organismes, puis des joyeuses fêtes à tout le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci.